Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également l'ADIF et Pugouache pour cette invitation, pour venir parler avec vous, échanger quelque peu sur ce concept de responsabilité de protéger, un concept par rapport auquel je pense que c'est plus simple d'être direct à cet égard-là. Vous comprendrez assez rapidement que je nourris un certain nombre de réserves, d'où ce souci de sous-titrer ou de titrer cette intervention en posant la question de la valeur ajoutée éventuelle de ce concept. Qu'est-ce qu'il apporte effectivement par rapport à ce que le droit international offre déjà dans le domaine. Alors d'un certain côté, les débats sur la responsabilité de protéger, c'est le Xème avatar de débats du même ordre sur globalement un souci qui s'est fait jour depuis déjà des dizaines d'années d'assurer dans le cadre de l'ordre juridique international existant, une protection aux populations civiles qui se trouvaient en but à des situations de violation massive de leurs droits fondamentaux. On pourrait remonter assez loin dans l'histoire, y compris au XIXe siècle, en parlant entre autres des débats sur les interventions d'humanité. On pourrait également évoquer une série de pratiques de la période du début du XXe siècle dans ce domaine. Alors personnellement, je ne vous propose pas de remonter aussi loin, mais de remonter à une vingtaine d'années, à l'émergence d'un concept qui est un concept qui a en quelque sorte préfacé l'émergence de cette notion de responsabilité de protéger. Et ça va nous permettre, je pense, de mieux saisir pourquoi et comment cette notion de responsabilité de protéger a émergé dans un premier temps, avant de voir exactement quelle est sa portée et donc cette fameuse valeur ajoutée éventuelle que le concept présente. Alors, l'idée et le débat de base, c'est celui qui s'est noué et notre troisième partenaire pour cette table ronde aurait été le mieux placé pour en parler, c'est ce concept de droit ou de devoir d'ingérence qui a été forgé, qui a été avancé par certains, dont en particulier sur le plan académique par le professeur Mario Bettati à la fin des années 80, début des années 90. Dans une situation où effectivement le contexte global de la fin de la guerre froide aidant s'est posé, où on s'est trouvé confronté à une série de situations de populations qui se trouvaient soumises à des exactions, y compris et peut-être en particulier de la part de leur propre gouvernement. Entre autres, déjà à l'époque, dans le Kurdistan irakien, où se posait la question d'une assistance éventuelle aux populations kurdes qui se trouvaient en but à des actions armées de la part du régime de Saddam Hussein à la fin de la guerre du Golfe, et les débats sur les possibilités d'apporter un soutien à ces populations à l'encontre donc des brimades qu'elles subissaient de la part du régime irakien de l'époque. Et en l'occurrence, avec cet argumentaire fondamental, disant finalement la boîte à outils du droit international, pour utiliser une expression à laquelle on recourt souvent dans ce cadre-là, la boîte à outils du droit international est incomplète, elle ne permet pas de réagir à des situations de ce type-là. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur un principe sacro-saint qui est celui de la souveraineté des États, et la souveraineté des États s'oppose à ce que des tiers, des États, des organisations internationales, même des ONG éventuellement, en quelque sorte se préoccupent de la situation qui se développe à l'intérieur de ces États et mettent en œuvre des mesures pour apporter une assistance à ces populations. Et donc c'était une proposition, on est sur la base d'une conception très rigide de la souveraineté, une souveraineté conçue globalement, on pourrait dire, comme absolue, selon laquelle l'État, en tant que souverain sur son propre territoire, avait, pour schématiser à peine, droit de vie et de mort sur toute personne qui s'y trouvait, sans que quiconque à l'extérieur puisse trouver quoi que ce soit à y redire et puisse intervenir d'une manière quelconque à cet égard-là. Donc, dans ce cadre-là, ont été avancés ces concepts
provocateur, vous le comprenez, puisque le droit international classique est fondé sur le principe de non-intervention. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose à cet égard, justement basé sur la souveraineté, sur le concept de souveraineté des États. Et donc cette idée provocatrice de dire, plutôt que de parler d'un principe de non-intervention, renversons la vision et parlons d'un principe en vertu duquel l'intervention devient en réalité un droit, voire un devoir, dans certains cas, et c'était le titre effectivement de l'ouvrage qui avait été publié à l'époque par Mario Bettati et Bernard Kouchner. Cette démarche a été une démarche essentiellement académique, disons, et elle s'est traduite dans les instances internationales de façon beaucoup plus limitée. On a insisté dans le cadre de l'ONU à l'adoption de certaines résolutions que certains ont présentées comme l'émergence d'un nouvel ordre humanitaire international et qui prévoyait effectivement un certain nombre de possibilités d'action pour apporter un soutien aux populations. Mais ces résolutions, contrairement à ce que semblaient laisser entendre les tenants d'un droit ou d'un devoir d'ingérence, se situaient dans un contexte juridique très balisé et n'admettaient certainement pas une idée qui est sous-jacente à celle du droit ou du devoir d'ingérence, qui est celle de l'action unilatérale de la part d'États, de groupes d'États extérieurs, pour apporter un soutien à ces populations civiles dans les situations de grande difficulté. Alors, le concept même de droit de devoir d'ingérence, dans la mesure où il semblait ouvrir la porte vers des actions unilatérales de ce type-là, comme vous pouvez vous en douter, comme vous vous en souviendrez peut-être, il a reçu un accueil assez frais sur le plan international de la part de toute une série d'États qui ont exprimé l'idée selon laquelle, effectivement, le principe de non-intervention restait un principe clé des relations internationales contemporaines et de l'ordre juridique international contemporain, et que l'idée d'un droit d'intervention, entendu en tout cas comme un droit unilatéral d'intervention de la part d'États ou de groupes d'États, n'avait aucun droit de cité dans le droit international contemporain. Et ce qu'on a fait valoir sur le plan académique, plus particulièrement en réaction à ces propositions à l'époque, ça a été un argumentaire en sens contraire, en disant essentiellement, cette fameuse boîte à outils du droit international, en réalité, quand on prend la peine de la regarder d'un peu plus près, c'est une boîte à outils qui permet d'ores et déjà d'apporter toute une série de réponses à ces situations d'urgence, y compris en prenant des positions, en menant des actions qui vont aller à l'encontre de l'État souverain, mais dans le cadre du droit international existant. En insistant entre autres sur les possibilités qui étaient ouvertes dans le cadre des mécanismes de sécurité collective qui étaient prévus par la Charte des Nations Unies et qu'ils sont toujours, on y reviendra, une action potentielle du Conseil de sécurité des Nations Unies à cet égard-là, dans les relations bilatérales, la possibilité de recourir à des actions qu'on peut assimiler à des contre-mesures à l'encontre de certains États, et en faisant valoir que la conception de la souveraineté qui sous-tendait le discours des tenants de ce droit ou de devoir d'ingérence était une conception complètement irréaliste et obsolète de souveraineté absolue qui en réalité ne correspondait pas du tout à l'état de la situation existant déjà à cette époque dans l'ordre juridique international et qui faisait que déjà à cette époque-là, il était manifeste que les États avaient à rendre des comptes sur le plan international quant à la façon dont ils traitaient leur propre population. Donc, accueil très frais sur le plan, je dirais, international et des réactions de la plupart des États, et accueil assez réservé aussi sur le plan académique par rapport à ce concept de droit et de devoir d'ingérence qui, au bout d'un moment, est plutôt apparu comme finalement contre-productif parce que il avait pour résultat que même des initiatives plus modestes, mieux encadrées éventuellement d'apporter une assistance extérieure à des populations en danger, se trouvaient en but à des réactions très négatives de la part de certains États en craignant justement que ça ouvre la porte à des interventions unilatérales ou plurilatérales à peu près tous azimuts. Alors ce débat-là, il est passé un petit peu au second plan dans les années 90 avant de revenir en force sur le devant de la scène à la toute fin des années 90 et en particulier
au moment de l'opération qui a été menée par un certain nombre d'États membres de l'OTAN contre la République fédérative de Yougoslavie à propos de la situation au Kosovo. Donc des bombardements qui ont été menés à l'époque où, vous vous en souviendrez sans doute, de nouveau les motivations humanitaires ont été brandies de façon très insistante de la part des États intervenants, dont on sentait par ailleurs qu'ils n'étaient pas trop assurés sur le cadre juridique dans lequel ils agissaient et qui préféraient pour la plupart du temps mettre l'accent sur un facteur de légitimité de leur action plutôt que de légalité dans un sens plus strict. Et donc ce débat sur les possibilités d'action, y compris par la force, et on y reviendra je pense tout à l'heure, sur le plan international, au titre de préoccupation humanitaire, il s'est refait jour de façon très très nette à cette époque, avec de nouveau des oppositions de vues très tranchées entre un certain nombre d'États prompts à soutenir ou à s'engager dans ce type d'intervention à motivation humanitaire ou à motivation humanitaire proclamée en tout cas, et puis un groupe très significatif d'États qui continuait à marquer une opposition assez nette par rapport à ce type d'action. C'est dans ce contexte-là que, à la suite d'une initiative nationale, en l'occurrence cette fois-ci ça venait plus trop du côté français, c'était les Canadiens qui avaient pris le relais, eh bien, a été créé un groupe de réflexion qui s'est appelé la Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des États. Vous voyez que c'est le même type de problématique, le même type de préoccupation qui restait là à l'œuvre. Et ce groupe de réflexion a été invité à essayer d'envisager les façons dont il était éventuellement possible de combiner en quelque sorte ces deux exigences de maintien de la souveraineté des États et puis de possibilités d'intervention, y compris d'intervention extérieure, pour assurer la protection des populations civiles se trouvant dans des situations de danger important. Et c'est dans ce contexte-là que ce concept de responsabilité de protéger a finalement émergé. Envisagé de façon assez libérale à nouveau, dans un premier stade, par cette commission de réflexion, qui elle aussi ouvrait assez largement la porte à des possibilités qui allaient jusqu'à des interventions unilatérales mobilisant des moyens de contrainte et des moyens de contrainte militaires en l'occurrence, de la part d'États tiers. La question a finalement été estimée avoir été suffisamment débattue dans le cadre de cette commission pour être portée dans le cadre des Nations Unies, où elle a fait l'objet de nouveau de débats relativement approfondis et où de nouveau les positions des États, de la majorité des États, ont fait en sorte que cette notion de responsabilité de protéger a certes été consacrée, mais elle a été consacrée dans des limites beaucoup plus strictes, beaucoup plus contraignantes par rapport à toute velléité d'unilatéralisme, et elle a été consacrée en l'occurrence par l'Assemblée générale dans une résolution qui était la déclaration qui a été adoptée à l'occasion des 60 ans de l'existence de l'Organisation des Nations Unies. Une déclaration fleuve, on y trouve plusieurs dizaines de paragraphes et on trouve 2 paragraphes dans toutes ces prises de position concernant la responsabilité de protéger, en l'occurrence les paragraphes 138 et 139 de cette résolution. Qu'est-ce qu'ils disent? Bien, ils disent 2 choses essentiellement. La première chose, c'est que le premier devoir en matière de protection des populations incombe à l'État territorial lui-même. C'est à chaque État qu'il incombe au premier chef d'assurer la protection de ses propres populations. Et puis, le texte envisage à titre subsidiaire, en quelque sorte, dans des situations où cet État territorialement concerné au premier chef n'est pas en mesure d'assurer cette protection ou visiblement n'exprime aucune volonté d'agir dans ce sens-là, envisage alors une possibilité d'action collective, mais en l'occurrence d'une action collective tout à fait encadrée, qui renvoie à une action dans le cadre de l'ONU
et en particulier dans le cadre du chapitre 6 et 7 de la Charte, chapitre 6 donc sur les règlements pacifiques des différends et chapitre 7 sur l'action coercitive qui peut être envisagée. Donc oui, sur le plan des concepts, une émergence de ce concept et une consécration de ce concept de la responsabilité de protéger, y compris cette fois cette consécration dans le cadre multilatéral universel par excellence qui est celui de l'Assemblée générale des Nations unies, mais une consécration dont finalement la portée peut apparaître relativement limitée. Parce que qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve, hein, je vous ai donné ces deux éléments essentiels, ben finalement la réaffirmation de quelque chose qui était déjà accepté depuis longtemps. Non pas une souveraineté que certains ont essayé de présenter à certains moments comme une souveraineté conditionnée, dans le sens où elle ne devrait être respectée que si l'État assure cette protection qui lui incombe, mais au contraire, hein, une conception classique, en quelque sorte, de la souveraineté, selon laquelle, effectivement, et plusieurs commentateurs du concept sont remontés à toute une série d'écrits du XVIIIe, voire du XVIIe siècle, où on retrouve, sous la plume des auteurs les plus classiques, l'affirmation de ce principe de base selon lequel eh bien, la souveraineté de l'État implique au premier chef une responsabilité de l'État en termes de protection de sa propre population, donc rien de très bouleversant sur ce plan-là. Pas plus d'ailleurs en ce qui concerne le deuxième volet, qui est cette idée de l'action extérieure, de l'action collective. Pourquoi? Bien parce que, je vous l'ai dit, cette action collective, elle est envisagée dans le cadre des mécanismes institutionnels existants sur le plan universel, et en particulier ceux relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le cadre de l'ONU. Et sans l'amender de quelque façon que ce soit, sans aller plus loin que ce cadre existant, en particulier avec une idée qui revient quant à elle plus ou moins régulièrement également, selon laquelle le Conseil de sécurité, s'il était confronté à des situations où des populations civiles sont confrontées à des situations d'urgence telles que celles dont on parle ici, eh bien, devrait éventuellement passer outre à son pouvoir discrétionnaire d'appréciation qui lui est reconnu de façon traditionnelle par la Charte, pour avoir une sorte de compétence liée et être tenu dans ce cas-là d'adopter des mesures coercitives en vue d'apporter une assistance aux populations en cause. Cette étape-là, à l'heure actuelle, non plus, elle n'a pas été franchie, même si, comme je vous l'ai dit, elle revient plus ou moins régulièrement, soit avancée par certains États ou représentants d'États, je pense que ça a été le cas de la France il n'y a pas très longtemps encore, ou bien par des représentants d'institutions internationales, c'était le cas très récemment encore du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, mais de toute évidence, on peut penser que les États membres, et en particulier les États membres permanents du Conseil de sécurité, ne sont pas très disposés à s'engager dans cette voie de l'acceptation d'une compétence liée, en quelque sorte, dans le domaine. Donc, un principe nouveau, sans doute consacré, en tout cas dans les termes, pour autant, peut-on parler d'une norme sur le plan international, ça paraît nettement plus douteux, pour les raisons que je viens vous exposer, et puis qui sont d'ailleurs assez bien confirmées par la pratique que je ferai qu'évoquer très brièvement ici. Ce concept de responsabilité de protéger, il a été consacré en 2005, excusez-moi, par l'Assemblée générale. Il est entré en sommeil, si on peut dire, immédiatement après. Et on n'en a plus guère entendu parler, si ce n'est pour faire l'objet de nouveau de controverses et de discussions quelques années plus tard, certains États disant mais ce concept n'a jamais été consacré, d'autres disant ce concept est une pure merveille car s'il avait existé, c'était une déclaration de l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, s'il avait existé en 1999, on n'aurait pas eu de discussion quant aux possibilités d'intervenir militairement au Kosovo, pas plus qu'on aurait eu des discussions sur les possibilités d'intervenir militairement en 2003 en Irak. Donc, de toute évidence, des vues assez contrastées quant à la portée réelle du concept et le risque de voir des discussions assez chaudes se ranimer à son égard. Alors finalement,
le secrétaire général des Nations Unies a proposé en 2009 un rapport sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, en se disant que si on voulait un petit peu animer le concept en quelque sorte, lui donner une vie concrète, il fallait peut-être dépasser ces débats-là et ces confrontations-là et essayer de préciser un petit peu son cadre pour qu'on puisse le mobiliser concrètement par la suite. Malgré ça, il a encore fallu 2 ans pour qu'on voit vraiment le concept entrer en œuvre concrètement, être mobilisé explicitement dans des résolutions du Conseil de sécurité. Ce sont des résolutions qu'on a déjà évoquées ou par rapport à des situations qu'on a déjà évoquées plus tôt aujourd'hui, en particulier celle de la Libye et de la Côte d'Ivoire, 2 résolutions très proches dans le temps, 1973 pour la, je parle du numéro, pas de la date, pour la Libye, 1975 pour la Côte d'Ivoire, avec un schéma identique dans les deux, correspondant à ce qu'on retrouve dans la résolution de 2005 de l'Assemblée générale, réaffirmation au premier chef de la responsabilité de l'État territorial par rapport à la protection de sa propre population, et puis constatant les carences assez évidentes dans le domaine, dans ces 2 situations, de la part de l'État territorial concerné, eh bien, l'ouverture d'une action collective en vue d'assurer la protection des populations civiles contre des actions armées qui seraient dirigées contre elles. Mais, de nouveau, dans un cadre très classique, celui du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, avec ces conditions d'application tout aussi classiques, et en premier lieu le constat d'une menace pour la paix et la sécurité internationale. Vous savez qu'on utilise souvent cette image, on en parle comme du sésame du chapitre 7, c'est lui qui permet au Conseil de sécurité d'accéder aux pouvoirs qui lui sont donnés par la Charte dans ce cadre-là, et donc ce constat opéré, bien le Conseil de sécurité, effectivement, autorise des États ou des groupes d'États à prendre des mesures, y compris des mesures militaires, pour assurer la protection des populations civiles. Ça, c'est, je serais quasiment tenté de dire, l'âge d'or de la responsabilité de protéger. Vous voyez qu'on est quand même dans un schéma temporel assez limité. Âge d'or, pourquoi? Parce que peu après sa mobilisation, son invocation concrète dans ces 2 situations, on trouve un article au titre assez évocateur de Cornelio Sommaruga. C'est l'ancien président du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. C'était un des membres de cette fameuse commission sur l'intervention et la souveraineté des États. Et le titre de l'article qu'il publie à l'époque, c'est « La responsabilité de protéger est morte en Libye ». Pourquoi est-ce qu'il se livre à ce constat funeste? Je pense que vous le savez essentiellement parce que beaucoup de commentateurs, beaucoup d'États également ont estimé qu'à l'occasion de l'intervention en Libye et de même à l'occasion de l'intervention en Côte d'Ivoire, cette invocation de la responsabilité de protéger qui était en quelque sorte l'ombrelle sous laquelle l'opération était menée, a été détournée. Elle était détournée à quelle fin? Eh bien, aux fins de provoquer un changement de régime dans ces 2 États, de chasser du pouvoir les autorités qui étaient en place, et donc des réserves encore plus nettes qui sont exprimées par la suite de la part d'États qui étaient déjà assez réservés par rapport à ce concept, avec les résultats que l'on sait par rapport à d'autres situations où les populations civiles se sont trouvées confrontées à des menées hostiles, pour dire le moins, de la part de leur propre gouvernement, au premier chef en Syrie, où on sait que toute possibilité d'envisager le même type d'action coercitive sous l'égide du Conseil de sécurité a fait l'objet de réactions tout à fait négatives de la part au moins de 2 membres permanents du Conseil qui ont refusé de s'engager à nouveau dans cette voie-là, échaudés assez clairement par le précédent libyen en particulier. On serait quasiment tenté de dire, effectivement, exit la responsabilité de protéger. Il y avait un autre article de l'époque qui était publié dans un quotidien anglophone avec un titre aussi évocateur. En anglais, on a utilisé un acronyme pour la responsabilité de protéger qui est R2P. Ça fait R2P, ça fait responsabilité de protéger, Responsibility to Protect. Et le titre de l'article, c'était R2P, R2P, RIP. Donc, effectivement, ça allait un petit peu dans le même sens. C'est tout à fait
conforme au cadre envisagé. Bon. Et donc, on pourrait se demander, on pourrait tenter de se dire, bien, est-ce qu'il faut du coup le pleurer, ce concept? Est-ce qu'il faut s'en émouvoir? Est-ce qu'il faut estimer que on a assisté à une fulgurance en quelque sorte sur le plan universel en vue d'assurer la protection des populations civiles, et puis qu'on est retombé sous une espèce de chape qui empêcherait les États de mener quelque action que ce soit dans ce domaine. Personnellement, je ne crois absolument pas que ce soit le cas, et je crois que vous l'aurez déjà compris sur base de ce que je vous ai exposé jusqu'ici, cette fameuse valeur ajoutée du concept de responsabilité de protéger, à mes yeux, elle est absolument nulle au regard du droit international existant. Pourquoi? Parce que, comme à l'époque des débats sur le droit ou le devoir d'ingérence, on est face au même constat. Le droit international actuel, comme celui d'il y a 20 ans, permet aux États, aux groupes d'États, aux organisations internationales de réagir à des situations de violation massive des droits de la personne sur le territoire d'un autre État. Ce n'est pas une question juridique qui se pose ici, c'est une question de volonté politique. C'est le même constat qu'on peut faire en 2014 qu'on pouvait faire il y a 25 ans à l'époque, effectivement, de la répression des populations kurdes en Irak, ou encore plus tôt au moment des massacres de la population cambodgienne par le régime des Khmers rouges, par exemple. Une toute petite illustration, ou deux toutes petites illustrations du fait qu'on peut vivre sans la responsabilité de protéger et atteindre les mêmes résultats. Très brièvement, la situation en République centrafricaine, il y a été fait référence ce matin sous l'angle des poursuites pénales internationales. Je voudrais simplement rappeler à cet égard-là que le Conseil de sécurité des Nations Unies a également, dans le contexte de ce conflit, adopté une résolution en vertu du chapitre 7 de la Charte, par laquelle il donne à la mission internationale qui est déployée en Centrafrique le mandat d'assurer la protection des populations civiles contre les actes de violence, y compris par des moyens coercitifs. Autre illustration, dans le cadre de la crise syrienne, le Conseil de sécurité a décidé au mois d'août de cette année d'autoriser les agences des Nations Unies à passer outre au consentement de la Syrie pour acheminer de l'assistance humanitaire à destination des populations syriennes dans divers endroits par lesquels ou auxquels cette aide humanitaire pouvait parvenir à partir du territoire d'États voisins de la Syrie. Ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas-là, vous ne trouvez la moindre mention d'une quelconque notion de responsabilité de protéger. Je crois que les mots n'y changent rien. Ce qui compte, c'est plutôt la confirmation de la possibilité offerte dans le cadre du droit international existant, et ici plus particulièrement dans le cadre d'une action collective multilatérale, d'apporter une assistance humanitaire efficace aux populations qui sont en but à des mauvais traitements de la part de leurs autorités, sans qu'il y ait d'obstacles juridiques. Donc, à cet égard-là, je peux que répéter ce constat une fois encore. C'est essentiellement, si pas uniquement, une question de volonté politique qui est en cause ici, et pas de cadre juridique à cet égard-là. Merci.